Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Oui, je vous écoute. Par téléphone ? Bonjour à tous, nous sommes ensemble sur Sud Radio durant ces 2 heures. Et si vous étiez à l'écoute hier, vous avez compris à quel point tout commence par le corps et comment le corps nous rend plus intelligents. Alors je préfère dire plus humains, personnellement. Et pourtant, tant d'humains ont du mal à être en bonne relation avec leur corps, et notamment dans cette relation au plaisir, et tous les sexothérapeutes le savent bien. Donc je vous propose en compagnie de Alain Héril, eh bien qu'on avance vraiment. On va partir donc du toucher très sympa, qui procure une sensation agréable. Et puis on va aller un peu plus dans le plaisir, dans une sensation positive qui nous donne déjà envie d'aller plus loin. Et puis on verra pourquoi à cet instant, eh bien certains parviennent à aller jusqu'à la jouissance, tandis que chez d'autres, ça bloque. Mais alors qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est le corps? Est-ce que c'est la tête? Est-ce que c'est les émotions? C'est pas toujours simple de deviner ce qui bloque, et pourtant c'est en le comprenant, eh bien, qu'il va être possible d'atteindre cette fameuse jouissance. Mais pour débloquer, est-ce qu'il faut passer par le corps, par l'esprit? Bon, la réponse, vous imaginez bien, c'est souvent en fonction de chacun. Et la réponse, et ça c'est peut-être la bonne nouvelle, vous pourrez peut-être la voir aujourd'hui si vous venez justement témoigner, si vous avez du mal à vous laisser aller à la jouissance, eh bien vous nous appelez au 0826 300 300, et avec Alain Héril, eh bien on va essayer de vous guider. Bonjour Alain Héril. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous durant ces 2 heures, Alain. Alors c'est important parce que on le sait, vous êtes sexothérapeute et vous travaillez beaucoup sur le corps. Oui, effectivement, et votre introduction est extrêmement intéressante parce que c'est une évidence, dans la sexualité, le corps est engagé, et l'engagement du corps, ça laisse entendre aussi, et on va peut-être le voir à travers les témoignages, de faire confiance à son corps, parce que bien souvent dans les problématiques qui sont liées à la sexualité et au corps, c'est comme si notre corps était presque un ennemi ou quelqu'un dont il fallait se défier, parce que c'est le lieu des émotions, le lieu des sensations, de la sensibilité et tout ça. Et je pense que la base même, c'est d'arriver à faire confiance à son corps et de savoir que notre corps ne nous veut pas du mal. Bien au contraire, notre corps cherche les sensations, les émotions, et donc c'est comment entrer en amitié avec son corps qui va être l'une des bases de ce travail et de je dirais presque de cette aventure en lien avec la sexualité. Oui, parce qu'effectivement, lorsqu'on parle du corps, on parle effectivement d'un espace de nous où on peut avoir l'impression que c'est un espace qui nous échappe, sur lequel on n'a pas le contrôle. J'ai rencontré personnellement beaucoup de patients et de patientes qui avaient cette méfiance du corps dont je parlais, et cette méfiance du corps entraînait une volonté d'être dans le contrôle, de toujours saisir le corps. Ça vient d'où, Alain Héril, cette méfiance du corps, justement? Ça vient du fait que déjà dans notre culture, nous sommes plutôt une culture de la pensée. Voilà, c'est je pense donc je suis, disait Descartes. C'est pas je ressens donc je suis. Et cette méfiance vient du fait que, à mon sens, dans la sexualité, il y a quand même quelque chose qui est un peu de l'ordre de la transe, d'un lâcher prise, d'un abandon, et donc arriver à s'abandonner, c'est laisser aussi la guidance se faire par le corps. Et je pense qu'en fonction des histoires de chacun, ce sont des choses qui remontent
qui remontent à l'enfance et à la petite enfance parfois. Et c'est important aussi d'entendre les discours que les patients et les patientes que j'ai pu recevoir ont entendu sur leur corps en disant que c'était un endroit qui était sale, qui était un endroit auquel on ne pouvait pas faire confiance. Voilà, c'est-à-dire que, voilà, à mon sens, notre corps est un lieu magnifique, un lieu lumineux, mais encore faut-il l'apprivoiser et apprendre à vivre avec lui. Donc, en gros, on pourrait dire que pour améliorer la sexualité de l'humain, il faudrait aider les enfants à aimer leur corps et à jouir de leur corps, au sens évidemment large, hein, pas évidemment Bien sûr. Sexuel. Hein. Oh que oui, parce que quand on regarde les tout petits, je dirais même les nourrissons, quand ils arrivent au monde, ils ne sont que du corps et que de la sensation. Ils n'ont pas encore la parole. Et je pense que plus on apprend aux enfants tôt à être à être bien avec leur corps et à être dans un rapport au corps qui soit tranquille, qui soit aussi dans la découverte et dans le plaisir. Et plus on prépare un rapport au corps plutôt harmonieux dans la vie adulte. Mais peut-être que l'importance aussi des parents, c'est-à-dire que comment l'enfant voit ses parents utiliser leur corps, a une influence sur notre sexualité future. Ah oui, bien sûr, parce que l'enfant est une éponge sensible et l'enfant il se construit en modélisant le comportement de ses parents et le comportement des parents il va le modéliser par le verbal et le non-verbal ça passe par le corps et la façon dont un enfant va voir ses parents se mouvoir dans l'espace, être les uns avec les uns avec les autres, la façon dont on va se tenir, se prendre dans les bras, s'embrasser, se cajoler. Toutes ces dimensions-là sont des dimensions qui préparent effectivement le futur adulte sexuel. Et donc, et plus le corps est tranquille et joyeux dans l'espace familial, et plus ça aide l'enfant à comprendre qu'il peut avoir le droit d'avoir lui aussi un corps tranquille et joyeux. Donc, il y a vraiment, c'est un processus d'identification dès l'enfance, et ça va passer par le corps, effectivement, et la représentation du corps parental. Et alors la grande question que je me suis posée en préparant l'émission, même si j'ai un petit peu la réponse, Alain Héril, c'est quand quelqu'un a des blocages sexuels, ou en tout cas quand la sexualité dans un couple fonctionne pas bien, au fond, est-ce qu'il faudrait pas revenir plus par le corps que par la parole? Je sais que c'est difficile, on peut pas demander à un sexothérapeute de toucher le corps de ses patients, évidemment, mais est-ce que on n'oublie pas un peu le corps quand on est face à son patient en tant que sexothérapeute? Mais je dis pas ça pour vous, hein, évidemment. Oui, mais oui, bien sûr, parce que alors il y a deux choses. Il y a déjà d'une part le fait de parler du corps, c'est déjà mettre du corps dans l'espace thérapeutique. Le fait de parler de son corps, c'est déjà très important, avec des choses simples. Quelle est la partie de votre corps que vous aimez le plus? Quelle est la partie de votre corps que vous n'aimez pas? Pourquoi vous l'aimez? Pourquoi vous la détestez, cette partie-là? Ne serait-ce que ça, c'est quelque chose qui est déjà intéressant. Il y a des exercices que je propose aussi à mes patients qui sont le fait de, avec les yeux fermés, de dessiner leur corps idéal, leur corps sexuel. Voilà. Donc, on peut travailler avec le corps sans passer forcément par le toucher et par des approches plus psychocorporelles. Mais il m'est arrivé aussi très souvent de dire à certains de mes patients et de mes patientes, écoutez, on va mettre en suspens la thérapie. Je vous propose d'aller faire du massage pendant 3 ou 4 séances et ensuite revenez me voir. Donc ce travail-là du toucher, je ne le fais pas, mais je le délègue à des consoeurs, à des confrères, parce que c'est une dimension qui est importante, cette dimension du toucher. Donc parler du corps, c'est déjà mettre du corps dans la thérapie. Oui. Hier, Lucie Vincent nous parlait beaucoup de la danse qui permet justement de faire vibrer son corps. Vous êtes d'accord, hein, j'imagine, avec ça? Oh que oui. Alors ça se fait pas dans mon cabinet, mais souvent je dis à mes patients et à mes patientes, écoutez,
Je vous propose juste un exercice simple. Quand vous êtes seul chez vous, vous mettez la musique qui vous plaît, qui vous transcende, qui crée de belles vibrations à l'intérieur de vous, et puis dansez nu chez vous. Voilà, laissez-vous aller, soyez dans la danse intuitive, laissez votre corps vous parler et non pas vous qui parlez à votre corps. Et la danse, et notamment la danse intuitive, est quelque chose qui est très 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 aidant parce que ça libère les tensions et ça permet de se rendre compte que voilà qu'on peut être beau et belle dans ces exercices-là, qui sont des exercices très simples, mais qui sont extrêmement aidants pour le rapport à la sexualité. Et ben voilà peut-être le premier conseil qu'on peut donner à ceux qui nous écoutent. Si dans votre couple, eh bien le désir a tendance à disparaître, allez danser tous les deux corps à corps et peut-être que le désir revient. Oui, parce qu'il y a des danses. Je parlais de danse intuitive, mais il y a des danses aussi qui sont de très belles danses qu'on peut apprendre à deux et qui sont porteuses d'extrêmes sensations érotiques, comme le tango argentin par exemple, comme la salsa. Voilà, et déjà là, remettre ces mouvements-là dans un pas de danse 2 à 2, c'est déjà faire recirculer une énergie érotique positive. Bon, en tout cas, vous avez compris. Si vous avez du mal avec la jouissance, si vous avez l'impression que ça monte, mais qu'à un moment donné ça bloque, eh ben vous nous appelez sur Sud Radio au 0826 300 300 et avec Alain Héril, on va ouvrir le cadenas, n'est-ce pas, Alain? Allez, ouvrons le cadenas. On se retrouve dans un instant et je crois que c'est Isabelle qui va démarrer avec nous. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Alain Héril, le sexothérapeute, et nous essayons de vous aider à libérer votre corps pour qu'il atteigne la jouissance. Peut-être juste avant de donner la parole à Isabelle qui nous a rejoint, pourquoi les femmes ont plus de mal que les hommes à atteindre la jouissance? Parce que c'est un réflexe chez l'homme? Alors, il y a cette question de réflexe parce que il y a chez les hommes quelque chose qui se fait de manière un petit peu plus systématique que chez les femmes. Peut-être parce qu'il y a une donnée émotionnelle qui est moins présente chez les hommes. Donc parfois l'émotion féminine encombre la possibilité d'accès à la jouissance, mais je pense aussi qu'il y a des données qui sont culturelles et historiques et que voilà, un corps de femme qui s'exprime facilement dans la jouissance, on n'est pas encore si loin du fait que c'était taxé de voilà, d'hystérie, de sorcière, de tous ces éléments-là, quoi. C'est donc la jouissance féminine, elle est quand même très marquée par des siècles d'obscurantisme. Et moi, j'ai entendu des patientes me dire, mais moi, je peux pas lâcher dans l'orgasme parce que j'ai l'impression que quelque chose va prendre possession de mon corps. Et on est presque dans le vieux schéma du diable qui habite le corps des femmes lorsqu'elles jouissent, quoi. Donc il faut se débarrasser de tout ça. Je peux me permettre cette petite réflexion, comme si Satan l'habite. Exactement. Bon, excusez-moi, mais là je pouvais pas la louper. Bonjour Isabelle. Brigitte, bonjour Alain. Bonjour. Merci d'être avec nous, Isabelle. Alors justement, vous avez vous aussi être passé par différentes étapes pour atteindre la jouissance. Tout à fait. Et d'ailleurs, je voulais remercier Alain pour le concept du corps heureux et joyeux et apprendre aux enfants à être bien dans leur corps. C'est important parce que je suis éducatrice de jeunes enfants et c'est une partie aussi de mes principes professionnels que de justement aider les enfants à être bien avec leur corps et dans leurs émotions. Et notamment, depuis quelques années, j'organise des ateliers de soutien à la parentalité et en ce moment, nous sommes dans les ateliers régressifs et nous proposons aux parents justement de se reconnecter à leur corps et à des sensations vécues enfant, et on se roule par terre et on fait plein de choses comme ça pour se reconnecter à nos sensations profondes en fait. Et je vous remercie parce que cette notion du corps heureux et joyeux, elle est importante. Et justement apprendre aux enfants que quand le corps n'est plus joyeux et n'est plus heureux, il faut mettre des limites en fait. Et j'ai pas eu cette chance-là quand j'étais petite. Mes parents m'ont pas inculqué ça. Et j'ai dû me construire après avoir fait une mauvaise rencontre à l'âge de 9 ans. Et après avoir subi une agression sexuelle, avec
cette angoisse en fait de mon corps, et ça s'est répercuté bien sûr dans ma vie sexuelle et à l'âge adulte. Et pendant 20 ans avec mon mari, la sexualité était un néant en fait. J'étais même convaincue que j'étais frigide. Et c'est en divorçant et en rencontrant d'autres personnes, en évoquant ce traumatisme subi au début dans mes rencontres, pour justement mettre une limite et dire attention, je suis fragile, que j'ai réussi à dépasser un certain nombre de blocages et à me sentir de plus en plus heureuse dans mon corps et joyeuse. Et aujourd'hui, j'ai plus besoin du tout d'évoquer ça puisque j'ai fait un travail sur moi avec des thérapeutes. Et j'arrive justement à la jouissance, au plaisir. Et la jouissance, on parlait de la jouissance, c'est même plus une finalité. Et c'est même plus un besoin. C'est au contraire le partage, l'échange, la réciprocité. Et je prends énormément de plaisir à passer une demi-heure à embrasser la personne avec qui que je vois en ce moment, plutôt que de passer une heure sur des débats qui n'auraient pas qui me provoqueraient pas autant de plaisir en fait. Donc pour moi c'est vraiment la recherche de cette sensibilité, de ces sensations qui est vraiment la plus importante. Alors votre témoignage, il est passionnant, Isabelle. D'abord parce qu'on voit bien que vous essayez en vous réparant, vous réparez aussi les enfants et vous les aidez à être joyeux dans leur corps, bien sûr. Mais je vais rebondir sur le terme frigidité. En fait, c'est un terme qu'on pose souvent sur des femmes, plutôt des femmes d'ailleurs, qui n'atteignent pas l'orgasme. Mais en fait, c'est un terme qui veut rien dire, Alain Héril, parce qu'on voit bien, Isabelle, elle pensait qu'elle était frigide. En fait, on n'est jamais frigide. Non, du tout. Oui. C'est une croyance. Mais c'est une croyance, en fait. C'était une croyance. Enfin, excusez-moi, je vous coupe, mais non, allez-y. C'est quelque chose vraiment que j'ai cru parce que mes réactions à la relation sexuelle avec mon mari n'étaient pas agréables, adaptées à la situation. Et c'est lui qui m'a convaincu petit à petit que il fallait que j'aille voir quelqu'un parce que j'étais frigide, parce que là je prenais aucun plaisir, c'était pas normal, etc. Et effectivement, oui, moi je savais que mon blocage il venait de ma petite enfance, effectivement, mais j'étais pas prête à le surmonter, j'étais pas prête à en parler, j'étais pas prête à le dépasser. Et après, quand j'ai divorcé, je me suis rendu compte que sans forcément aller voir un thérapeute, je me suis épanouie. C'est parce que juste, j'étais pas avec peut-être la bonne personne. J'avais pas cette alchimie, j'avais pas cette sensibilité à l'autre. J'avais pas forcément la confiance non plus. C'est tout. En fait, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, autres que l'état de la personne. En fait, il y a aussi des croyances profondes. Hein. Alain, je vous fais réagir sur le terme. Oui, tout à fait, parce que j'ai tendance à penser que la jouissance est quelque chose qui s'apprend. Ça s'apprend avec l'expérience, avec les rencontres, et puis aussi avec l'expérience de soi-même et la rencontre avec soi-même. Et c'est là où le corps, de nouveau, est au centre du débat. Il y a une chercheuse hollandaise qui s'appelait le docteur Lann, qui est décédé il y a peu de temps, et le docteur Lann, à un moment donné, j'avais vu une interview d'elle où elle disait il n'y a pas de femmes anorgasmiques, donc de femmes qui ne peuvent pas avoir un orgasme. Elle disait ça n'existe pas, il n'y a que des femmes pré-orgasmiques, c'est-à-dire des femmes qui n'ont pas encore appris à vivre un orgasme. Donc là, le terme de frigidité, effectivement, est un terme qui déjà est très péjoratif en lui-même. Et oui, on peut dire que la frigidité, c'est un point de vue, mais c'est pas une donnée scientifique précise. C'est qu'il y a juste quelque chose qui bloque. Moi, mon travail en tant que sexothérapeute, c'est d'aider ce déblocage, mais d'aider ce déblocage pour aller vers un apprentissage de la jouissance, et on revient à ces questions de confiance dans le corps, de confiance dans ces espaces de lâcher prise. Mais oui, il n'y a pas de femmes anorgasmiques, il n'y a que des femmes pré-orgasmiques, donc qui sont au bord de l'orgasme et mais pour X raisons n'y sont pas encore rentrées. Et ça me paraît être important ce que vous signifiez là, Isabelle, parce que effectivement, ça laisse entendre que il y a quelque chose qui bloque, et souvent qui est de l'ordre du psychologique, du relationnel et de l'éducationnel également. Alors justement, Isabelle, puisque vous avez beaucoup avancé et que vous avez beaucoup compris ce qui s'est passé pour vous, je vous propose de faire une petite pause et que vous me répondiez, à Alain et à moi-même d'ailleurs,
qu'est-ce qui vous a permis de débloquer? Est-ce que c'est cet nouvel amant qui aurait été peut-être un amant extraordinaire, ou est-ce que c'est tout simplement parce que vous avez mûri, vous avez grandi, et qu'au fond votre mari, avec le recul, est-ce que c'était un mauvais amant, ou est-ce que c'était un homme qui correspondait pas à ce que vous aimez, ou est-ce que c'est tout simplement parce que vous n'étiez pas prête à avoir du plaisir? On se retrouve dans un instant et Isabelle nous répondra à tout ça. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Alain Héril, on emmène votre corps vers la jouissance durant ces 2 heures. Donc n'hésitez pas, si c'est un chemin qui vous intéresse, vous nous appelez au 0826 300 300. Alors Isabelle est avec nous, Alain Héril, et je trouve que son témoignage est tout à fait dans le sujet du jour. Et on a bien compris, Isabelle, donc une mauvaise expérience à l'âge de 9 ans, et puis un blocage, et puis avec un autre homme, ça se débloque. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si c'est cet autre homme qui a débloqué, si c'est votre cheminement. Qu'est-ce que vous racontez? Alors, mon ex-mari était quelqu'un de tout à fait normal. C'était pas un mauvais amant, c'était pas du tout ça. On avait eu de bons moments, mais après les contraintes de la vie ont fait que chacun s'est enfermé dans ses problématiques internes. Mais c'était plus une question de compatibilité physique, de compatibilité d'alchimie. Il n'y en avait pas. Après, oui, c'est en rencontrant quelqu'un d'autre après que là, oui, je me suis révélée complètement à ma sexualité, à moi, et je me suis autorisée à prendre du plaisir, en fait. Et comme en fait j'avais pas de passé avec lui, j'avais rien dit du tout sur ce qui m'était arrivé, sur mes traumatismes. Je me suis laissée aller parce que c'était une relation passionnelle et que j'avais envie de la vivre pleinement, en fait. Après, bon, il y a eu d'autres, ça a été très loin même jusqu'à dans la violence des rapports, des rapports sexuels, parce que c'est comme si je m'étais autorisée à avoir carte blanche, et je suis allée trop loin dans mes limites à moi. Mais aujourd'hui, tout est redevenu ok pour moi, et je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas, ce que je veux, ce que je veux pas, et je suis beaucoup plus ouverte à moi et à mon ressenti et à mon écoute. C'était plus une question de pas être prêt, plus que d'avoir la mauvaise personne avec soi, quoi. Non, c'était pas ça. Oui, mais là on pourrait sortir cette phrase très connue, quand l'élève est prêt, le maître arrive, en quelque sorte. peut-être, oui. Probablement. Mais probablement. Et c'est intéressant, Alain Héril, parce qu'on entend souvent ça. C'est un autre homme, ou une autre femme d'ailleurs, parce que ça peut être valable aussi pour les hommes, qui tout d'un coup permet cette libération, permet de passer l'étape. Oui, ça ressort dans le témoignage d'Isabelle, et plusieurs fois Isabelle a dit je me suis autorisée. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe de soi à soi également, où à un moment donné on se dit là je peux y aller, je peux lâcher, et lorsque j'ai eu des patientes qui me disaient je n'arrive pas à atteindre l'orgasme, en général la question que je leur posais, mais c'est: qui seriez-vous si vous atteignez l'orgasme? Qui seriez-vous? Est-ce que vous pouvez me parler de cette femme que vous n'êtes pas encore, mais qui seriez-vous si vous atteignez l'orgasme? Et bien souvent, cette femme-là dont elle me parlait était la femme qu'elle ne s'autorisait pas à être, pour tout un tas de raisons. Et donc, à un moment donné, oui, il y a une autorisation, et puis il y a une alchimie, comme disait Isabelle, qui fait qu'on rencontre aussi le compagnon ou la compagne avec qui on peut s'autoriser à vivre un certain nombre de choses. Et là, on va rencontrer les fameuses notions de lâcher prise, d'abandon. Mais pour lâcher prise et abandonner, il faut un minimum de sécurité et de sécurisation. Et cette sécurité, c'est d'abord à l'intérieur de soi qu'on va la trouver. Oui, je suis d'accord avec vous. Bien sûr, allez-y Isabelle, allez-y, vous êtes à l'antenne, bien sûr. Cette sécurité, je suis entièrement d'accord avec vous. Et il y avait autre chose que je voulais rajouter, c'est que toutes les fois où je me suis abandonnée le plus facilement et le plus vite, c'est toujours avec des personnes que je ne connaissais pas, en fait. C'était toujours dans l'inconnu, je me suis autorisé tout, en fait.
avec des personnes que je ne connaissais pas. Quand après, en commençant à rencontrer d'autres personnes et en approfondissant les relations, en découvrant davantage avant de passer directement dans les draps de la personne, j'ai eu plus de mal à lâcher prise, j'ai eu plus de mal à être dans l'abandon parce que justement qu'est-ce qu'il va penser de moi? Ben oui. Ouais, c'est ça, exactement, c'est exactement ça. Et c'est complexe en fait, c'est complexe. On n'est pas tout le temps, dans le lâcher prise, dans tout ça, alors que ce serait si facile. Mais pour continuer sur l'évolution, aujourd'hui, je me suis découverte, enfin pas aujourd'hui, mais depuis toutes ces années, je me suis découverte polyorgasmique et je pense que c'est encore plus magique en fait. De pouvoir gérer ça et de pouvoir augmenter l'intensité de son orgasme ou de sa jouissance au fur et à mesure que les ébats avancent. Et c'était juste pour dire que il faut aller au bout de soi en fait. On peut gravir l'Everest dans sa sexualité. Votre témoignage est vraiment... je vous en remercie Isabelle, parce qu'on démarre avec votre témoignage. Je crois qu'on a pratiquement tout dit, c'est-à-dire que vous êtes passée d'une femme qui se croyait frigide à une femme multi-orgasmique. Ça montre bien que tout est possible et qu'il faut jamais renoncer. C'est peut-être ça que j'ai envie de dire. Et puis je voulais ajouter aussi une chose, c'est incroyable le nombre de couples qui s'épousent et qui sont pourtant pas dans une bonne alchimie corporelle sexuelle. Ça, c'est quand même aussi un truc sur lequel il faudrait qu'on avance, parce que c'est quand même assez étonnant, n'est-ce pas Alain? Oui, bien sûr. C'est ça, je l'ai rencontré tellement de fois avec des couples qui venaient dans mon cabinet et qui me disaient oui, on n'a pas le même rythme, oui, il n'y a pas cette alchimie, il n'y a pas tout ça. C'est-à-dire que et on peut se poser la question de qu'est-ce qui fait qu'on entre en relation, en engagement avec quelqu'un d'autre, alors qu'il n'y a pas cette alchimie qui est là, et qu'on peut le repérer assez vite au début de la relation, en plus de ça. Donc, il y a beaucoup de couples qui se disent, ça va finir par arriver. Mais en fait, par expérience, plus on avance dans la relation, et moins ça arrive. Et donc oui, ça amène à repenser effectivement les liens déterminants qui nous amènent à nous engager avec cette personne-là plutôt qu'une autre, et la place de la sexualité dans cet engagement. Voilà, mais ça c'est des grands sujets par rapport au couple, bien entendu, mais qui sont absolument fondamentaux. Ouais, c'est bien de le rappeler de temps en temps. Merci beaucoup Isabelle. Alors on va retrouver avec un peu de retard, excusez-nous, Philippe Hoffman, notre Sexy News, et vous allez nous parler des ados, évidemment, comme tous les mercredis. Bonjour. Bonjour Brigitte, oui je vais parler de la fête parce que on est encore pas très loin de ces fêtes de Noël et de Jour de l'An qui ont été quand même formidables, parce que après des années de restrictions, on a pu enfin s'exprimer, en tout cas pour beaucoup d'entre nous. Et c'est vrai que les ados, ils adorent ça, faire la fête. Donc, mais en fait, tous les êtres humains, on pourrait dire de 0 à 100 ans, on aime bien les fêtes, que ce soit des rituels traditionnels ou improvisés. Et ça a toujours existé dans toutes les religions, dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations, depuis peut-être que l'humanité existe. Donc, les ados, ils échappent pas à la règle, mais eux, ils imaginent leur fête autrement. D'ailleurs, ils aiment pas trop la fête de Noël parce que ils trouvent que ça les met toujours dans une place d'enfant qui grandit, mais qui reste soumis. Donc, ils se sentent pas respectés comme des sujets à part, et ils s'extraient souvent de la fête, surtout quand ils ont des cousins ou des frères et sœurs, et ils vont aller rigoler. C'est vers quel âge à peu près que les ados ne sont plus très famille et n'aiment plus trop la fête de Noël? À partir de 13-14 ans, c'est vraiment, déjà, ça devient vraiment sensible. Avant, ils sont encore assez observateurs de tout ce qui se passe dans la famille, mais après, ils s'observent beaucoup eux-mêmes, les uns les autres, et ils ont beaucoup moins besoin de la famille, et ils ont même besoin de mettre de la distance. Donc en fait, ils préfèrent fabriquer leur fête à eux. Un événement qui aura une saveur inédite et puis un peu interdite aussi. Et ça va servir de souvenir dans leur roman personnel. Et ça va être des moments avec des sensations fortes, des expériences parfois un peu limites. C'est une vraie aventure.
En général, ils se dépassent, ils s'affirment, ils rencontrent les autres et peut-être même ils pourraient rencontrer l'amour. Ils y croient en tout cas. Hein. En plus, les fêtes, ça donne, quand on est bien dedans, un sentiment d'invincibilité et en groupe, on a l'impression de faire un corps unique. Vous savez, comme dans les manifs où tout le monde se porte comme ça dans un élan fusionnel. Et en fait, c'est un peu ce qu'avait souligné Freud. On appelle ça la contagion mentale, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est ensemble, tout est effacé, toute morale, toute responsabilité est évacuée. On est pris dans un élan sensuel, irrépressible. On est collé, mais on reste quand même un peu unique. Hein. Et l'important pour les ados, c'est quand même de vivre tout ça loin du regard des adultes. Notamment des parents, évidemment. De vivre, voilà, des parents et même de tous les adultes, hein, pour être entre eux, de se défouler, crier, hurler comme au premier jour de la vie, vous savez, danser, tourbillonner jusqu'à tomber, boire, fumer pour se déchirer. Hein. En fait, ils ont aussi il faut qu'ils s'approprient leur corps. Et donc, il faut pousser le corps dans ses limites d'excitation et d'endurance, et pour dire, voilà, on n'est plus des bébés, quoi, à protéger, on est très fort. Et évidemment, il n'y a pas de fête sans bruit, sans musique, sans sensation, sans épuisement, sans alcool même, et donc et autres substances. Tout est prêt pour eux. Alors en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils improvisent souvent. Il suffit d'un champ, d'un squat, d'un garage, d'une cave, au milieu de la maison parentale, et hop, ils organisent leur fête. Évidemment, ça va pas sans risque. Hein. Chaque week-end, les urgences sont prises de coma éthylique, d'accidents variés, de jeunes, même très jeunes, qui ont un petit peu abusé de la fête. Hein. Et alors, ce qui est difficile, évidemment, Philippe Hoffmann, c'est que en tant que parents, on a envie de les prévenir, et en même temps, ils n'ont pas très envie de nous écouter. Donc, justement, alors j'ai des conseils de prévention comme à chaque fois. Voilà. Allez-y alors. Alors, il faut d'abord en parler, hein, parce que même si la fête d'ado c'est un désir puissant, c'est pas forcément un danger. Et puis, il faut penser que tous les parents, ils ont vécu des fêtes, hein, et peut-être ils ont pris des risques inconsidérés, mais ils sont encore là. Et donc, sans entrer dans les détails de la vie intime, il faut parler avec son ado de ce qui nous excitait et aussi de ce qui nous faisait peur. Et malgré son air blasé, il ou elle vous écoutera. Hein. Ensuite, il est inutile d'énumérer les risques. Hein. Ils les connaissent souvent, mais vous pouvez quand même rappeler le b.a.-ba d'une bonne fête réussie. Premièrement, avec qui on va, où on va, comment on y va et comment on en revient. Parce que bon, on sait bien qu'il y a des accidents de voiture, etc. Qu'est-ce que tu feras en tant que problème, comme s'il y a un problème d'alcool, d'abus sexuels, de violence, comment tu vas réagir? Et ça, on peut en discuter, hein. Et puis bien sûr, il faut mettre des règles, fixer une heure, mais encore mieux d'ailleurs venir les chercher quand ils sont un petit peu loin. Et puis alors, il y a une règle de prudence que je veux dire à tous les parents, hein, qui croient comme ça qu'on peut faire une confiance aveugle à leur enfant formidable. Même si il est capable de responsabilité, il peut pas répondre de celle de tous ses invités. Et il peut être très vite débordé. Alors surtout, ne confiez pas votre habitat comme ça, les yeux fermés à une bande de jeunes excités. Restez présent, demandez à votre jeune de prévenir les voisins, et puis selon votre habitat, privilégiez le garage, le jardin, avec à manger, à boire, sans alcool. Et puis avec leur smartphone et une enceinte connectée, ils feront l'ambiance. Hein. Faut rester discret mais vigilant. Faut pas croire qu'ils sont capables de tout maîtriser, de tout contrôler et de ne rien abîmer chez vous. C'est pas si simple que ça. Hein. Donc, en général, il faut pas s'affoler. S'ils ont été bien éduqués avec des limites et des ouvertures adaptées à leur âge, ils ont reçu de l'amour. Oui. Et alors, est-ce que dernière question, Philippe Hoffmann, est-ce qu'il faut s'inquiéter si un ado n'aime pas la fête? Oui, il n'a pas envie d'y aller. Puisque c'est essentiel pour eux, il faut toujours s'inquiéter si un ado ne veut pas se mêler au groupe, s'il reste isolé. Donc, en général,
l'isolement, c'est vraiment un signe pathologique à l'adolescence, hein, parce qu'ils ont besoin des autres pour se structurer, pour s'identifier, pour en imitation, pour grandir, pour s'épanouir. Et s'ils évitent systématiquement les autres, il faut s'inquiéter. Hein, par exemple, il y en a qui sont toujours collés dans leur jeu d'ordinateur et qui même ont des phobies scolaires, dont je parlerai une autre fois, et qui ne voient jamais les autres. Donc ça, c'est un signe assez grave à l'adolescence, c'est de ne pas pouvoir se mêler aux autres. Voilà. Et alors que les autres vous invitent, par exemple, à une fête, à une partie, et vous refusez systématiquement. Merci beaucoup Philippe Hoffmann, merci de toutes ces informations qui sont toujours importantes pour les parents qui nous écoutent. On va faire une petite pause Alain Héril et on va retrouver Bruno qui va témoigner aussi dans un instant sur justement sur le chemin du plaisir. À tout de suite. 4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est avec Alain Héril que nous vous aidons à débloquer ce qui peut vous empêcher peut-être d'arriver jusqu'à la jouissance. On a bien compris depuis 14 heures, Alain Héril, que c'était le corps qui quelque part était libre et que quand le corps justement ne nous emmène pas à la jouissance, c'est peut-être parce qu'il y a des émotions ou des croyances qui bloquent. Bruno, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Alain Héril. Bonjour Bruno. Alors moi, la façon de me connecter à ma partenaire, donc c'est ce qu'on peut dire, c'est des préliminaires, c'est vraiment la voie royale. Parce que cette phase-là, chez moi, elle est pas. Ce que j'aime pas dans le terme préliminaire, c'est en gros, si on voit ça que comme un apéritif, une mise en bouche pour aller à la chose la plus importante. Pour moi, c'est essentiel parce que cet instant où où je vais être plutôt dans des caresses et dans une approche, c'est un timing d'atterrissage et de connexion avec ma compagne en fait. C'est qu'à ce moment-là, mon souffle peut venir avec son souffle à elle. Je peux me déconnecter de la vie quotidienne ou de la vie que j'avais avant à ce moment où je me retrouve avec elle. Et donc pour moi, c'est la partie presque essentielle parce que c'est la plus importante pour moi, c'est bien ce moment-là. Et qui se vaut. Vous voulez dire que si on réussit les préliminaires, le reste forcément sera bien. Oui, et que même s'il n'y a pas la suite, ça sera déjà bien aussi, parce que fait, les deux corps qui se touchent, les peau à peau, enfin, dans le reste de ma vie sociale, rarement je suis en peau à peau avec quelqu'un. Rarement mon corps a la chaleur d'une autre personne. Vous voyez, on revient à cette fameuse alchimie dont on parlait déjà avec Isabelle. On sait bien que quand les corps fonctionnent pas, il n'y a pas grand-chose à faire. L'importance des préliminaires, moi je crois que beaucoup de gens seraient d'accord avec vous, Bruno. Pourtant, il y a des gens qui n'aiment pas les préliminaires, Alain Héril. Pourquoi ? Oui, effectivement, il y a des gens qui n'aiment pas les préliminaires. Alors parfois, moi, ce que j'ai rencontré souvent, c'est qu'il y avait eu de l'abus, des attouchements, et que les préliminaires étaient associés avec une reviviscence de ces abus. C'est ce que j'ai rencontré quand même de manière assez fréquente. Et puis il y a aussi des moments où on est dans un désir sexuel qui est tellement pulsionnel que tout de suite il y a nécessité d'aller à la pénétration en premier. Comme des bêtes. Voilà. Oui, comme des animaux fougueux. Mais néanmoins, moi, ce que je retiens de ce que vient de dire Bruno, c'est le terme de déconnexion que l'on peut appliquer aux préliminaires, mais qu'on peut appliquer au désir, à la sexualité de manière générale. C'est-à-dire que c'est quand même un espace où on déconnecte de la vie dite normale. Donc il y a quand même dans la sexualité un moment d'exception, c'est un moment exceptionnel de rencontre avec soi-même et de rencontre avec l'autre. Et à l'intérieur de ça, c'est notre thème, le corps a une part très 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 importante, c'est de faire confiance à son corps comme moyen de déconnexion. Il y a vraiment cet espace-là à trouver. Donc laisser le corps ressentir et non pas interpréter ce que les gestes ou ce que nous fait notre partenaire. Ça vous parle ça, Bruno, le corps qui quelque part prendrait le pouvoir ? Alors oui, ça me parle beaucoup.
J'ajouterais que par contre, quelque chose qui est aussi important peut-être à dire aux femmes, c'est qu'elles n'hésitent pas à accompagner le mouvement, je dirais. Par exemple, moi, on peut très bien déduire qu'une certaine caresse a un effet très intéressant, puis d'autres moins. Donc on ressent par le souffle, par différentes choses, et par mon propre corps, je le ressens aussi, mais on peut pas tout deviner, et de temps en temps, si jamais on fait quelque chose qui est pas ultra agréable, faut pas que les femmes se pensent qu'il faut qu'elles soient, je dirais, dociles, qu'elles doivent subir, la main et la mettre ailleurs, quoi. Oui. Vous trouvez que les femmes finalement ne communiquent pas assez dans les relations sexuelles? Je les connais pas toutes, donc j'aurais du mal à vous dire ce que font toutes les femmes. Ce que je peux dire, c'est que par contre, je trouve ça très agréable et rassurant même pour moi d'avoir une partenaire qui justement sait ce qu'elle veut, sait m'orienter vers d'autres choses lorsque c'est trop vite, c'est pas assez vite, c'est pas au bon endroit. Bien sûr que j'essaie d'être attentif, mais je peux pas être vraiment dans la tête de l'autre ni dans sa perception réelle. Et que moi, ça me gêne pas, en tout cas en tant qu'homme, où je me sens pas bridé, où je ne sens pas si c'est fait avec délicatesse, et que simplement on met la main ailleurs. Mais je pense, puis Alain surtout intervenait également. Hein. Je pense, Bruno, qu'il y a deux explications. Alors la première, si vous avez raison, c'est que souvent les femmes sont un peu dociles, elles osent pas, ou elles savent pas elles-mêmes d'ailleurs ce qu'elles aiment, parce qu'elles n'ont pas encore assez connu leur corps, etc. Mais je crois qu'il y a aussi quelque chose chez la femme qui est très intérieur, je dirais. Et le fait de parler, de communiquer, ça la coupe quelque part de ses sensations. Je crois qu'il y a deux choses qui sont a priori contradictoires, mais qui en fait sont des explications très différentes. Qu'est-ce que vous diriez, Alain ? Oui, parce que ce que l'on sait à travers beaucoup d'études qui ont été faites au niveau neurophysiologique, c'est que le système limbique, donc le lieu des émotions, est très activé chez les femmes plus que chez les hommes au niveau du début d'une relation sexuelle. Donc il y a nécessité de rester connecté avec ces espaces émotionnels internes, et parfois être en connexion avec ça et en même temps le communiquer avec l'autre, parfois c'est un petit peu compliqué. Mais en même temps, et ça rejoint ce que disait Bruno, en même temps, tout ça c'est du langage corporel, tout ça c'est du non-verbal, parce que on va pas passer une relation sexuelle à commenter ce qui est en train de se passer comme on commenterait un match de foot. Donc il y a nécessité aussi d'apprendre un langage corporel non-verbal partagé avec l'autre. Et là-dessus, il y a encore beaucoup de progrès à faire pour apprendre à se parler sans passer par la parole, et en passant par l'expression de sa sensibilité, de sa sensorialité à travers des gestes, des regards et tous ces éléments-là. Donc c'est pas si simple pour beaucoup de femmes, mais néanmoins, je pense que c'est une voie à prendre pour se dire les choses autrement et communiquer autrement au moment de la sexualité. Vous savez, les préliminaires, moi, ça me fait souvent penser au moment où les instruments s'accordent, au moment où on cherche à s'accorder l'un à l'autre, avant de rentrer dans quelque chose de plus en harmonie et de plus symphonique. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, et normalement tout ça devrait se faire dans le jeu et dans le ludique. C'est un petit peu ce qu'on disait avec Isabelle tout à l'heure. Donc oui, c'est de l'accordance, hein, et on pourrait même faire un jeu de mots avec accord et danse. Hein, c'est vraiment une manière de danser ensemble et de rechercher les accords ensemble. Oui, parce que là où vous avez raison, Bruno, c'est facile de prendre la main de l'homme et de la poser ailleurs, si à l'endroit où il l'a posée, ça ne nous convient pas tout à fait. Hein. Complètement là-dessus. Alors là, je viens de découvrir maintenant qu'il y a une raison scientifique au fait que, pareil, je suis un peu féminin moi-même. C'est-à-dire que je suis très bavard dans la vie et très silencieux au lit. Et donc ça correspond. J'avais jamais compris pourquoi ou quelle pouvait être la piste. J'ai l'impression que mon cerveau, lui aussi, il a besoin de pas utiliser les mêmes zones lorsqu'il est dans une relation intime. Vous êtes un grand émotionnel, sans doute, Bruno. Voilà. C'est votre part féminine qui fait que vous êtes silencieux. Non, mais je pense, je pense que si on est dans une émotion forte, on n'a pas tellement envie d'en parler, quoi. Parce que si on parle, c'est à ce moment-là,
on s'éloigne de cette émotion forte. Enfin, quand on regarde quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire, on est béat et silencieux. Hein. Oui, et d'ailleurs, moi j'ai entendu beaucoup d'hommes qui me disaient, mais oui, je suis avec une partenaire qui ne s'exprime pas beaucoup, mais qui néanmoins après coup me dit qu'elle a ressenti des choses très fortes, parce que chez certaines femmes, il y a un ressenti qui est extrêmement puissant, mais qui est très intériorisé, qui est vraiment très, très, très à l'intérieur. Et l'expression orgasmique, par exemple, est différente d'une femme à une autre. Il y a certaines femmes qui ne vont pas hurler et qui néanmoins ressentent des choses extrêmement profondes à l'intérieur d'elles. Donc, mais ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est comment on peut trouver le moyen de se parler corporellement et de se comprendre corporellement sans passer par le discours. Voilà, c'est important de débrancher la parole, la réflexion, l'analytique quand on est dans une relation sexuelle. C'est autre chose qui se joue. Parce que si on utilise son cerveau de la même manière quand on a une relation sexuelle que quand on est en réunion du syndic de copropriété, ça va pas le faire, quoi. Merci en tout cas Bruno de rappeler aux femmes qu'il faut qu'elles puissent aussi quand même exprimer ce qu'elles aiment, peut-être pas pendant, mais au moins après, pourquoi pas. Merci Bruno de votre témoignage, merci beaucoup. On va faire la pause pour les infos, bien sûr, Alain Héril. On continue dans cette deuxième heure à vous aider à vous débloquer dans votre corps pour atteindre le plaisir. Donc vous n'hésitez pas si ça vous intéresse, si vous avez envie de témoigner, 0826 300 300. Et puis c'est la petite devinette du jour, Alain Héril. Écoutez bien. Hein. Où et quand la tortue peut être à l'heure? C'est le temps des infos qui vous permettra peut-être de trouver la bonne réponse. On fait une petite pause, on se retrouve tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Alain Héril, sexothérapeute. Je rappelle également que vous êtes auteur de livres très intéressants et très importants par rapport à l'émission qu'on fait aujourd'hui, notamment l'orgasme thérapeutique, quand le plaisir chasse la douleur. Ça, c'est aux éditions Grancher. Rappelons juste comme ça, parce que le titre de votre livre m'y fait penser, le circuit de la douleur et de la jouissance, c'est le même. Hein, donc, il n'y a rien d'étonnant que le plaisir chasse la douleur. Et puis, un autre livre, on ne fait pas l'amour, c'est l'amour qui nous fait. Alors moi j'aurais tellement aimé trouver ce titre, et ça c'est aux éditions Le Courrier du Livre. Et puis la petite devinette du jour, où et quand la tortue peut être à l'heure? Alors, je dois vous avouer que là, je sèche complètement. Je n'ai pas de réponse. J'ai cherché dans les sonorités et tout ça. Et, oui, parce qu'il y a évidemment un jeu. Il y a évidemment un jeu de mots. Hein. En fait, la tortue, elle est à l'heure quand elle est dans les temps. Ah, dans les temps, la mare, quoi, si vous voulez. Tout à fait. Voilà. Je précise parce qu'en effet c'est un jeu de mots, il faut pouvoir le comprendre. Voilà. Quand elle est dans les temps, oui, comme les canards. Exactement, comme les canards. J'aurais pu dire les canards, oui, j'aurais pu dire tout ce qu'on trouve dans un étang. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour. Excusez-moi. C'est votre chien qui est dans les temps. Ça y est. Merci de me recevoir et de m'écouter par rapport à moi, ma situation. C'est effectivement un vaste sujet pour moi que de réussir à m'octroyer du plaisir et à pouvoir accepter de ressentir et je dirais même vivre la sexualité et les plaisirs que j'ai envie de vivre. J'ai été bridée, malheureusement, j'ai compris ça sur le tard, mais j'ai compris. Déjà, c'est déjà bien. J'ai été bridée par des discours paternels sur les femmes pendant des années, qu'ils considéraient comme étant... C'était d'ailleurs assez troublant puisqu'il appréciait les femmes libres sexuellement, mais quand il en rencontrait, il se chargeait de les caractériser, entre autres, par des termes peu élogieux, salope, entre autres. Hein. Bien sûr, oui.
Et celui-là est un terme que moi j'ai beaucoup de mal à accepter aujourd'hui. Et puis excusez-moi, mais je vous pose tout de suite cette question parce qu'évidemment ça me vient à l'esprit. Parfois les auditeurs, auditrices prennent un pseudonyme. Hein. Dans votre cas, est-ce que c'est votre vrai prénom ou est-ce que c'est un pseudonyme que vous avez choisi? C'est un pseudonyme. Mais l'un comme l'autre, c'est pas par hasard, de toute façon. C'est intéressant que vous ayez choisi Marie comme prénom pour témoigner. C'est vrai. N'est-ce pas, Alain Héril? Tout à fait. Oui, c'est vrai. Alors, c'était le nom c'était le prénom de ma petite fille. Si j'avais eu mon premier enfant, si ça avait été une petite fille, j'aurais appelé Marie. Donc, voyez comment c'est inscrit dans votre cerveau. Tout à fait. Cette fou, notion de pureté, oui. Cette notion de pureté féminine qui est venue s'inscrire chez moi très très jeune et qui s'est rajoutée d'une couche d'intensité avec l'amour que j'ai pour mon mari, puisqu'on se connaît, on est mariés depuis 27. On se connaît depuis 27 ans, on est mariés depuis 22 ans, 23 ans bientôt. Et j'ai tellement mis d'intention de ne pas déplaire que j'ai rajouté des barrières et que j'essaye de les lever les unes après les autres avec beaucoup de communication avec mon mari, mais il a vécu des périodes de frustration, on en parle beaucoup maintenant. Moi aussi, parce qu'il y avait des fois où j'aurais eu des envies et puis j'avais tellement peur de déplaire, en fait, d'être une salope, clairement, que je me bridais de tous les côtés et que j'arrivais pas à vivre le plaisir. J'étais concentrée sur qu'est-ce qu'il allait penser de moi, majoritairement. Ça, c'est quelque chose qui revient de façon récurrente. Et puis je me bridais complètement pour réussir à être la femme que je pensais être, celle que je devais être, quoi, en fait. Hein. Et aujourd'hui, j'imagine, surtout puisque vous vous appelez pour ça, donc j'imagine aujourd'hui que vous voudriez que ça se débloque. Mais il y a quand même quelque chose qui est important à comprendre, Marie, c'est que la sexualité, c'est aussi très cognitif. Et depuis des années, quelque part, vous avez bloqué quelque chose, voyez. Et pour que ça se débloque, c'est pas si simple que ça. Il faudrait changer les habitudes, changer et je dirais même presque être surprise pour que ça puisse se débloquer. Alors la question évidemment que je vous pose d'abord, c'est vous toute seule, quel est votre rapport au corps et à la masturbation? Alors jusque tard, je me culpabilisais de m'autoriser à me faire plaisir toute seule. C'est en écoutant vos émissions il y a 15 ans que j'ai commencé à vous écouter, que j'ai compris que c'était quelque chose de tout à fait logique et normal. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Hein. Ouais. Un terme que j'utilise beaucoup. Ouais. Mais jusque tard, je me culpabilisais fort d'avoir ce type de pratique pour moi. Même si j'arrivais à trouver l'orgasme, j'arrivais à me faire plaisir, mais c'était toujours teinté derrière d'une culpabilité et d'une honte très lourde, en fait, qui me faisait difficilement y retourner. Donc j'ai commencé à débloquer ces phases-là et puis j'ai une chose, par exemple, j'arrive à avoir des orgasmes régulièrement dans les relations avec mon époux, mais par contre il y a un truc qui me bloque et qui me verrouille, c'est que j'ai parfois des orgasmes tels en intensité que je me mets à pleurer, mais c'est des bouffées d'émotions qui remontent, quoi, et que je contrôle pas du tout, mais pas du tout. Et j'ai peur en fait de ça. Bah oui, parce que là ça crée l'émotion de la petite fille.
Marie. Alain Héril, qu'est-ce que vous pourriez dire à Marie? Bonjour Marie. Bonjour. Il y a plusieurs choses. Déjà, je voudrais revenir sur ce que très justement Brigitte vous a fait remarquer sur le choix du pseudo. Vous, si j'ai bien compris, vous choisissez le prénom Marie, qui est le prénom que vous n'avez pas donné à cette fille que vous auriez aimé avoir. Donc, vous choisissez le prénom de l'absente. Oui. Et ça raconte aussi beaucoup de choses par rapport à votre rapport à la sexualité. Et aussi, vous avez dit quelque chose. Vous avez dit, j'arrive à trouver l'orgasme. Et j'espère que ça va pas être trop abstrait ce que je vais vous dire, mais je pense que ça serait intéressant de voir comment vous pouvez vous laisser trouver par l'orgasme. Parce que si vous cherchez l'orgasme, ça met un peu de tension. Et ce qui peut être intéressant, c'est au contraire d'ouvrir un maximum et puis de laisser l'espace pour que l'orgasme peut arriver. Donc c'est de la théorie ce que je vous dis là, mais appliqué à vous, à votre fonctionnement, à votre sexualité, c'est quelque chose qui peut être intéressant de vous dire je vais me mettre dans un état pour que ça arrive et non pas dans un état pour le chercher à tout prix. Et d'autre part, sur les montées de pleurs, oui, c'est la petite fille qui pleure. Mais en même temps, ce sont des larmes de libération, ce sont des larmes qui vous font toucher des espaces de vous sur lesquels vous n'avez pas le contrôle. Et c'est pour ça que vous avez peur aussi, parce que tout d'un coup, vous perdez le contrôle et vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez émotionnellement. Mais en même temps, la sexualité, ça sert aussi à ça, à la surprise, à l'inattendu, et à accepter que ces espaces-là puissent s'ouvrir, parce que de toute manière, vous en sortirez toujours grandi, plus forte et plus proche de vous-même. Donc, j'aurais tendance à vous dire, faites confiance à cette traversée, à ces larmes, parce que au-delà des larmes, il y a la rencontre avec vous-même. Oui, je crois que vous êtes, vous êtes pratiquement prête, Marie, pour que tout ça se libère. Peut-être qu'il y a un petit exercice tout simple que vous pourriez faire, écrire 2 lettres à votre père, écrire la lettre de la fille sage, pure, qui serait le modèle de ce que vous croyez qu'il aimerait que vous soyez devenu, et puis la lettre de la femme sexuellement épanouie, qui prend tout le plaisir que vous avez le droit de prendre, et je pense que ça va peut-être vous faire mieux comprendre quelle est votre croyance qui est encore là, un petit peu au-dessus de votre tête quand vous êtes en train de faire l'amour. Oui, c'est assez ça, ouais. C'est réussir à lever toutes les barrières, ouais. Parce que vous savez, Marie, la réaction de votre père, qui est très ambivalente, on est bien d'accord, elle traduit forcément quelque chose de son propre vécu. Ah oui, ça, je suis complètement d'accord avec vous. Oui, mais c'est comprendre aussi son propre vécu qui peut vous en libérer. Le mien ou le sien? Le sien, parce que sa relation aux femmes, elle est très ambivalente, on est bien d'accord. Ah oui, elle est complètement ambivalente, puisqu'il y a une notion d'adoration et de rejet permanente, donc elle est complètement ambivalente. Et j'ai, bien heureusement pour moi, préféré couper les ponts avec ce papa qui ne m'aidait pas en fait, mais bien sûr, au quotidien. Bien sûr, mais ce papa que vous avez quitté sur le plan réel, quelque part, il est encore un peu trop présent en vous. Donc c'est pour ça que c'est bien d'écrire ces lettres et puis de les brûler. Enfin, vous les relirez tranquillement une fois qu'elles auront été écrites et vous aurez laissé passer un petit peu de temps. Puis vous les relirez. Et je pense qu'il y a des choses comme ça qui reviendront à la surface et qui vous aideront à comprendre, parce que toute petite fille, de toute façon, veut plaire à son papa. Ça, c'est quelque chose. J'enfonce des portes ouvertes là, évidemment, mais c'est compliqué de plaire à son papa quand il y a une telle ambivalence. C'est pas possible en fait. Oui, on est bien d'accord. C'est impossible. Hein. Donc j'ai passé le cap d'essayer de lui plaire. Je me suis plus concentrée sur mon mari, qui m'accompagne relativement bien quand même, parce qu'il a eu toute la patience qui était nécessaire par rapport à moi. Et oui, mais c'est pas avec votre père ni avec votre mari qu'il faut régler le problème. C'est avec moi. C'est tout.
Parce que lui, votre mari, je pense que en plus vous avez visiblement bien choisi votre mari. Donc c'est pour ça, je pense que il manque pas grand-chose pour que tout se libère, me semble-t-il. Non, Alain, on a l'impression que Marie, elle touche déjà du doigt quelque chose. Oui, parce que la petite fille qui est en vous, Marie, il n'y a que vous qui pouvez la comprendre, la consoler et l'aider à grandir. Donc ça, c'est pas votre mari ni n'importe qui d'autre qui pourra le faire. Et dans ce que vous propose Brigitte par rapport à l'écriture de lettres, c'est pour externaliser quelque chose qui est à l'intérieur de vous et qui crée du symptôme ou en tout cas de l'inconfort. Et plus vous allez mettre ça à l'extérieur de vous et plus vous allez pouvoir prendre de la distance et libérer des espaces en vous qui vont vous permettre de respirer mieux, de respirer plus et d'être plus en lien avec vous-même. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Faites-vous confiance dans votre capacité à vous auto-guérir, si je puis dire, à être en autocompassion, en autocompréhension, parce que je veux pas dire qu'on n'a pas besoin des autres, vous n'avez pas besoin de votre mari, mais vous avez aussi grandement besoin de vous-même. Et cette confiance-là, elle va vous permettre d'édifier un autre rapport à votre corps et un autre rapport à votre sexualité. Voilà. Allez-y, Marie. Osez. Merci. Merci en tout cas, merci beaucoup de votre témoignage. On continue dans un instant, toujours avec Alain Héril et avec vous au 0826 300 300. Si vous aussi vous avez envie de conseils très très concrets, très pratiques pour libérer quelque chose, eh bien vous nous appelez sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est Alain Héril qui est avec nous, sexothérapeute, et qui vous aide à trouver les chemins de l'orgasme. Alors évidemment, Alain Héril, on a beaucoup plus de témoignages de femmes aujourd'hui, puisqu'on sait que c'est quand même beaucoup plus compliqué pour les femmes. Et c'est Sandrine qui nous rejoint. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Alain Héril. Voilà, oui, moi, oui, c'est ça en fait. Moi, avec mon mari, donc j'ai connu, on va dire, les premières émotions. Premier baiser qu'on a eu à échanger, c'était il y a 30 ans. Ça fera 30 ans en octobre, là. Oui. Et après, on s'est mariés en 2000, 2 enfants. Mais voilà, nous travaillons ensemble. Voilà, le truc, c'est trouver le plaisir, la jouissance, la sexualité, l'épanouissement dans tout ça, mais en ayant après les difficultés, parce que nous sommes tous les deux dans le même métier, les soucis financiers, les soucis de tout. Donc il faut à un moment donné travailler avec un cerveau, faire la différence entre tout ça. Donc il y a eu des hauts, il y a eu des bas. J'ai, comme je dis, l'autorité, un peu cette histoire de dominance qu'il a dans le travail, il ne l'avait pas forcément à la maison au lit, parce que moi je suis quelqu'un qui aime la sexualité. Qui s'est évolué au fil des années. Voilà, ce qu'on a fait au début, et on en rigole, même des fois ça s'est arrivé de rigoler, on a dit oh là là, qu'est-ce qu'on n'était pas très... Et puis après, par la suite, elle a évolué, mais après le désir, la jouissance, moi je me suis posé toujours la question, si à un moment donné, est-ce que c'est... je suis arrivée à jouir en même temps que lui. Il y a eu des fois, mais pas forcément dans ma maison et pas forcément dans mon lit. Voilà. À des endroits un peu, à des endroits où je pense que ça nous sortait de nos habitudes, parce que comme on travaille à côté, oui, la surprise, oui. La surprise, parce que j'aime beaucoup ça, et c'est en fait une forme de fantasme, on va dire en moi, parce que je dis toujours, et ça reste toujours un fantasme, à une fraction de seconde, on rencontre un inconnu, on a cet effet de jouissance rien que de le voir, et en fait, voilà, d'avoir une relation, mais presque même pas une relation, mais quelque chose, un désir, un toucher, quelque chose qu'on peut pas expliquer, et un inconnu. Et alors, en fait, comme je suis quelqu'un des fidèles et qui aime pas m'embrouiller l'esprit, on va dire que ce n'est juste qu'un fantasme. Parce qu'après ça peut être compliqué, parce que voilà, tout dépend comment est l'inconnu, ou il faudrait que vraiment l'inconnu soit exactement comme moi. Voilà, en fait, mon mari, voilà, Mais vous arrivez oui. Donc à ce que votre mari, dans des circonstances un peu différentes, oui. Soit cet inconnu, en quelque sorte. Oui, alors oui, parce qu'en fait, voilà, le gros souci, comme nous travaillons ensemble, et quand nous avons un souci, qu'on s'est pris, on va dire, toute une journée à, voilà, forcément, comme j'ai expliqué, je vais punir. Mais en fait, je m'auto-punis.
parce que comme j'aime le côté un peu très charnel, j'ai besoin, je fais partie d'une, peut-être, voilà, on parle de... Mais quand vous dites que vous allez le punir, c'est-à-dire que vous refusez le sexe. Voilà, le sexe, punir. voilà, oui, mais bon, ça va une fois, mais bon, pour moi, c'est pas mon truc. Enfin, voilà, à la rigueur, je m'auto-punis moi-même parce qu'après, je suis pas bien. Voilà, enfin, je veux dire, pour moi, c'est très important de sentir le corps humain, déjà, et pourtant, je n'aime pas mon corps. Ah, ça, c'est rigolo parce que je déteste mon corps. Je n'aime pas me voir, je n'aimais pas me voir parce que petite, voilà, vous savez, c'était le corps parfait. Vous n'aimez pas votre corps, mais visiblement, quand même, votre corps, il vous aime, hein, Sandrine. Eh bien, alors oui, alors c'est ça qui est bizarre. Je suis très bizarre. Ouais, mais je n'arrive pas à me comprendre moi. Enfin, voilà, c'est ça qui est bizarre. Eh ben, on va vous aider. Alain Héril va vous aider à vous comprendre, Sandrine, parce que, en effet, votre témoignage est formidable parce qu'il est plein de contradictions. On fait une petite pause et les réponses d'Alain Héril sont tout de suite après la pause. 4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est avec Alain Héril que nous évoquons le plaisir, le corps qui parfois bloque. Alors Sandrine nous a raconté un petit peu comment elle fonctionnait et c'est vrai que c'est assez intéressant. Hein. On voit bien que qu'il suffit pas on a toujours tendance à trop dire hein, qu'il faut que les femmes aiment leur corps pour arriver au plaisir. Là en l'occurrence, déjà on a une totale contradiction. Alain, qu'est-ce que vous pourriez dire à Sandrine ? C'est-à-dire que moi je voudrais revenir sur cette question de fantasme de l'inconnu dont vous parliez, Sandrine. Moi je trouve que ce fantasme de l'inconnu laisse entendre que vous avez un besoin de surprise, d'inattendu. Bon, ça c'est quelque chose qui est important, on le sait dans la sexualité, mais également vous disiez tout à l'heure, à certains moments je punis mon mari et je m'auto-punis, mais pourquoi ne pas aller jusqu'au bout de cette notion de punition? Pourquoi ne pas mettre cette punition en scène dans votre sexualité plutôt que de ne pas avoir de relations sexuelles pour punir? Peut-être de glisser certains jeux de punition dans votre sexualité avec lui, c'est-à-dire d'amener cet espace-là de punition puisque vous le ressentez dans votre sexualité avec lui, ce qui entraînerait la dimension de la surprise, la dimension de l'inattendu, voilà, tous ces éléments-là. Je pense que plus vous allez mettre de ludisme, de créativité dans votre sexualité, et mieux vous allez vous porter. Alors je pourrais dire ça à tout le monde, mais en l'occurrence là, par rapport à ce que vous dites, je pense que c'est ça qui est en jeu, quoi. C'est voilà, d'être plus créative, c'est plus ludique, et bien sûr tout ça c'est un jeu qui va se faire à deux avec votre compagnon. Mais alors ça voudrait dire quoi, Alain Héril? Il faut que quand Sandrine a envie de punir son mari, eh bien elle accepte de faire l'amour, mais elle le mord violemment dans le cou, elle lui donne la fessée, elle l'utilise comme un objet, enfin. Oui, c'est-à-dire que ça pourrait aller sur ces terrains-là. Elle peut l'attacher pour le punir, jouer avec le souffle, des plumes, je ne sais pas. Après, voilà, c'est place à l'imagination. Ça vous plairait, ça, Sandrine? Ou pas? Non, pas forcément, mais ouais, c'est vrai que je le voyais pas comme ça. Moi, c'était plus, c'est vrai que mais par contre, c'est rigolo parce que moi j'ai lu justement le livre, mais moi je l'ai pas vu au cinéma, je l'ai lu parce que j'aime beaucoup plutôt les livres un peu érotisme. Je préfère lire que parce que voilà, j'ai toujours cette imagine. Voilà, je vois la scène, mais en fait, quelque part, des fois, je m'y vois moi dans la scène. C'est un peu théâtral. Oui, mais après, il y a le côté théâtral. Je rejoins un peu ce côté théâtral. Voilà, c'est ça. Oui, après, bien entendu, Sandrine, c'est votre sexualité. Il s'agit pas de dire il faut faire ça et pas autre chose, mais il me semble, quand je me permettais de vous parler de créativité, oui, c'est de théâtraliser un petit peu plus la sexualité, de mettre plus ces espaces-là en jeu. Personnellement, mais vous pourriez, Sandrine, vous pourriez même le prendre, faire l'amour avec lui, et puis vous retirer
attiré. Oui, ben figurez-vous que et puis qu'à ce moment-là, tant pis pour lui, il pourra pas jouir. Enfin, vous voyez, c'est qu'importe. Oui, mais j'ai eu déjà fait un peu ça. Oui, mais c'est bien. Non, mais j'ai peut-être pas fait. Enfin, c'était plus parce que on était parti à un endroit et puis voilà, je veux pas préciser c'était toute une journée où on s'était par rapport à notre travail, puis voilà, et puis on s'est amusé sur un jeu de regard et je me suis amusée, en fait, si vous voulez, c'est presque un peu ça, dommage, enfin je sais pas, désagréable comme je peux être agréable, et à la fin j'ai été très agréable et je faisais que le regarder, après j'aime toucher j'aime toucher le corps de mon mari comme mon corps, enfin voilà, c'est comme ça, j'adore le toucher, et et puis on s'est regardé et on est allé dans un endroit pas possible, c'est moi qui l'ai amené à cet endroit-là, que ça pouvait, il y avait du monde partout, enfin bref, et on a joui tous les deux à cet endroit-là, voilà, enfin, je vous explique en gros, j'ose pas, c'est vrai que c'est compliqué à l'antenne, mais bon voilà, et ça fait partie d'un plaisir inimaginable, voilà, et que je n'ai pas dans ma vie de tous les jours, enfin, parce que après dans notre vie, on a un métier c'est toujours la même chose, et j'ai besoin de ça, voilà. Oui, mais Sandrine, en fait, ce que vous dit Alain, c'est que quand il a été désagréable avec vous, quand vous êtes un petit peu accroché, etc., il faut profiter de cette pulsion sexuelle pour en faire une pulsion un petit peu agressive, ou une pulsion en tout cas un petit peu parce qu'à ce moment-là, vous allez sortir de vous cette souffrance, vous êtes senti agressé, vous l'agressez, et vous savez, on dit souvent que quelqu'un qui agresse, c'est quelqu'un qui a souffert. Oui, j'ai souffert. Enfin, j'ai eu des moments avant de connaître. On a tous eu une jeunesse. On a eu des moments difficiles dans nos jeunesses, des moqueries. Moi, peu importe, enfin, c'était toujours un rapport avec mon corps. Je pense que c'est un rapport énorme avec le corps. Le corps en soi, si vous voulez, c'est fou. Je déteste me regarder dans une glace, mais j'adore me caresser. Voilà, en grosso modo, c'est ça. Enfin, je sais pas, je déteste me regarder dans une glace, mais si demain je pouvais aller dans un camp de nudisme, ça ne me dérangerait pas. C'est drôle, hein? Oui, c'est-à-dire que vous êtes dans votre corps, mais esthétiquement, vous ne l'aimez pas. Sans doute parce qu'on vous a pas trouvé jolie quand vous étiez petite fille. Hein. Il y a certainement quelque chose comme ça, hein, qui après, c'est pas très grave. C'est pas très grave puisque vous êtes vraiment dans votre corps, et que votre corps, c'est même votre moteur. Hein, et ça, c'est plutôt une chance, hein, quand on a un corps comme ça qui s'exprime aussi bien. Tout à fait, non. Après, c'est vrai que ce côté féminin que j'ai en moi et que j'ai pas forcément un métier féminin. Mais à la fois, un jour, ça va vous faire une réflexion, côté charnel, féminin et le toucher, pour moi, c'est très important. Et un jour, je vais dans un endroit, je choisis, je vais pas dire la marque, un parfum, peu importe. Et puis, elle me dit, alors, vous êtes de sortie? J'ai dit non, c'est pour aller travailler. Et elle me dit, mais vous mettez ça pour aller travailler? Et j'ai dit, alors? Oui, il est n'importe, voilà, c'est tout, voilà. Oui, mais il y a un peu quelque chose comme ça contradictoire chez Sandrine, hein, Alain Héril. Oui, tout à fait. Et en même temps, c'est intéressant. Plus on avance dans cet entretien, et puis effectivement, il y a quelque chose qui est très très contradictoire, mais en même temps. Moi je retiens ce que disait Sandrine par rapport à ce lieu, à ce qui s'est passé, où elle a vécu un plaisir inimaginable, c'était ses termes, mais parce qu'on était dans la surprise, dans la théâtralisation, dans le jeu, et que quand on travaille avec son compagnon, sa compagne, c'est-à-dire quand on est quasiment 24 heures sur 24 l'un avec l'autre, c'est important de trouver des espaces de jeu et de créativité pour amener un peu de fun, de gaieté, d'inattendu dans la relation, parce que c'est pas simple de continuer à désirer quelqu'un qu'on a sous les yeux du matin jusqu'au soir. Donc il faut inventer d'autres choses. Et la théâtralisation de la sexualité peut être très intéressante. Voilà,
on joue des rôles, et c'est comment en jouant ces rôles-là, peut surgir des sensations de jouissance extrêmement inimaginables, pour reprendre le terme de Sandrine. Et est-ce que lui aussi, il arrive à vous surprendre, ou est-ce que c'est toujours vous qui êtes à l'initiative des surprises? Alors oui, c'est vrai, oui, quand il est bien, parce que bon, il est assez cyclique, voilà, c'est une période, quand il est bien, voilà, quand il est bien, oui, et je suis très contente. Alors au début, je vais bouder, ça fait partie de ma nature. Vous êtes insupportable, Sandrine. Non, mais c'est comme ça. Mais ça dure pas longtemps. Mais en fait, voilà. Mais c'est vrai que bon, moi c'est rigolo parce que j'ai eu fait pendant 2 ans et là cette année je pouvais pas. Je pouvais pas. J'ai fait du théâtre en visio pendant 2 ans. J'avais envie de faire du théâtre. Ouais. J'avais jamais fait de théâtre. Et cette année, je pouvais pas le faire. Bon, parce que c'était compliqué. J'avais trop de travail. Et donc. J'ai aimé, mais surtout ce que j'ai aimé profondément, c'était des rôles de femmes, mais vraiment diaboliques. C'est fou ça, le rôle de la femme diabolique, ou à la fois la femme, mais ça me plaît, mais j'ai adoré, mais même presque à la rigueur la femme pétasse, mais ça me plaisait, et j'étais bien dans ce rôle-là. C'est drôle, hein, je sais pas l'expliquer. Oui, mais vous savez, Sandrine, c'est une part de vous qui est tout à fait consciente, donc faut pas en avoir peur, hein. Laissez-la s'exprimer encore une fois par jeu, hein, puisqu'on l'entend bien quand vous jouez la comédie, c'est du jeu, hein. Et ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est toujours très inquiétant, c'est les parts de nous-mêmes qui sont restées dans l'ombre et qui sont des parts négatives. Mais là, en l'occurrence, vous en êtes consciente, donc amusez-vous avec ça, il n'y a aucun problème. Vous êtes d'accord avec ça, Alain, hein? Oui. Et puis j'entends la vivacité et l'espièglerie qu'il y a dans la voix de Sandrine. Voilà, j'aurais presque envie de vous dire, Sandrine, il y a une espèce de dominatrice qui sommeille en vous et qui est extrêmement plaisant à rencontrer et à entendre. Et tout ça, c'est du jeu, bien entendu. Merci. Entendu. Et donc je pense qu'à partir du moment où on joue, bon, où est le risque, hein, surtout quand le jeu est assumé et vécu à 2, tranquillement. Oui, tout à fait. Et c'est ce qui justement, je pense, nous permet de passer des moments difficiles par moments, voilà, hein, qui nous a permis de tenir là aussi le couple. Bon, voilà, parce que bon, voilà, comme je dis, la vie c'est pas facile, hein, je veux dire. Et c'est pas facile que le couple qu'on tient. Il y a des couples qui s'éclatent et il y a des effets âge aussi. Alors c'est vrai, quand on arrive à la cinquantaine, c'est compliqué parce qu'on a plein d'émotions qui montent. De la jeunesse, de cette jeunesse aussi. On a l'impression de revenir un peu des fois à l'adolescence, un petit peu sur certains trucs, mais à faire attention à ne pas. Voilà, c'est tout. Mais vous avez raison. À partir de 50 ans, on a fait ce qu'il fallait faire dans sa vie, les enfants. On a atteint professionnellement un objectif. Et ben justement, on peut lâcher et on peut s'amuser et devenir la diablesse que vous êtes, Sandrine. Il n'y a pas de souci. Merci en tout cas, merci beaucoup de ce témoignage tout à fait surprenant. Allez, on fait une petite pause et on va conclure avec Florence qui a du mal justement à passer le cap du plaisir, et on lui donne la parole dans un instant sur Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Alain Héril, sexothérapeute et auteur de ce très joli livre « On ne fait pas l'amour, c'est l'amour qui nous fait » aux éditions Le Courrier du Livre. Et on a bien compris aujourd'hui que c'est le corps, hein, c'est le corps qui nous fait, c'est pas nous qui faisons notre corps. Alors on va conclure avec vous, Florence. Florence, c'est pas simple pour vous. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, et bonjour à votre invité Alain Héril. Je suis ravie que vous me donniez la parole, et puis surtout j'attends avec impatience vos précieux conseils. Mon histoire, elle est un peu compliquée, je vais essayer de vous la résumer. J'ai été pendant 25 ans avec mon mari où les choses se passaient bien, mais ça avait commencé par une anorgasmie qui faisait un blocage. En fait, j'avais des douleurs à chaque pénétration et j'avais été débloquée par un sexologue à l'âge de 20 ans avec
à l'époque, ils donnaient des sortes de produits, je crois qu'on appelait ça aussi des drogues, enfin je sais pas quoi, qui étaient donnés bien sûr en prescription médicale, mais qui se vendent plus. Où je lâchais prise totalement et j'arrivais du coup à cet orgasme. Et puis après, pendant 25 ans, ça s'est plutôt bien passé avec ce monsieur jusqu'à ce que je le quitte. Oui. Et après, j'ai eu un autre couple 2 ans après, et là, plus rien. Comme si j'avais tout perdu en fait. J'arrivais vraiment pas à obtenir un orgasme. Moi, il y avait que moi toute seule qui pouvait y arriver. Et 7 ans après, on s'est séparés. J'ai eu d'autres histoires, petites histoires. Et à chaque fois, c'était la même chose. C'est-à-dire, soit il n'y avait pas d'envie, soit il n'y avait pas de montée de plaisir. Ou ça montait, mais ça s'arrêtait à un seuil sur lequel il n'y avait rien à faire, en fait. Et mais est-ce que avec les autres hommes après votre mari, vous aviez aussi ces douleurs au moment de la pénétration? Non, les douleurs sont plus venues pendant des années. J'ai plus eu de douleurs. J'avais juste des malaises, des choses interdites, c'est-à-dire j'interdisais des choses à mon compagnon. Par exemple, il ne pouvait pas me pénétrer avec un doigt, ça m'insupportait, ou des choses comme ça. Et en fait, le problème est revenu il y a pas longtemps. C'est-à-dire que là, maintenant, j'ai un nouveau compagnon depuis 2 ans, et il y a des blocages qui sont revenus. Et en même temps, il y a eu d'autres choses très importantes, c'est que je me suis réveillée d'une amnésie traumatique. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, j'avais vécu en fait un inceste avec mon père pendant, c'est invraisemblable de le dire, mais toute mon enfance jusqu'à l'âge de 17 ans, avec un clivage total, puisque aucune mémoire de tout ça. Et en ayant travaillé depuis 2 ans là-dessus, parce que c'était il y a 2 ans, j'ai eu l'impression de réveiller mon corps, c'est-à-dire que alors qu'avant j'avais effectivement des orgasmes, mais c'était jamais par pénétration. Là, à nouveau, je sens mon vagin vivant, je sens que j'ai des sensations, que ça peut être très agréable, mais il faut uniquement que ce soit moi qui bouge. Et j'arrive toujours pas à obtenir un orgasme. Ouais. Ou alors disons que la problématique, c'est surtout quand lui bouge, à nouveau je retombe dans ces douleurs en fait. Je vais donner la parole évidemment à Alain Héril, mais c'est important que vous compreniez bien, Florence, si on vous l'a pas dit, c'est que dès que vous n'êtes pas active, c'est-à-dire dès que c'est pas vous qui prenez le contrôle de la situation, ça vous renvoie à ce qui s'est passé quand vous étiez plus jeune, quand vous étiez enfant. Alain Héril, qu'est-ce que vous pouvez dire à Florence? C'est-à-dire que là, effectivement, Florence, dans ce que vous racontez, il y a toute la mémoire corporelle qui se met en place, parce que effectivement, il y a des choses dont vous n'avez pas eu à un moment donné de souvenir précis, mais votre corps, lui, garde cette mémoire-là. Et votre corps, pour l'instant, il vous indique que c'est lorsque vous êtes active, lorsque vous prenez les choses en main, si je puis dire, que vous pouvez éprouver quelque chose qui est de l'ordre du plaisir. Donc, pour l'instant, acceptez ça. Acceptez que c'est comme ça que les choses peuvent être vivables et acceptables pour vous. Et puis, j'ai bien entendu que vous aviez déjà consulté un sexologue autrefois. Je ne sais pas si vous consultez quelqu'un à l'heure actuelle, mais faites-vous aider sur ce terrain-là pour essayer justement de faire un travail pour libérer cette mémoire corporelle, peut-être des approches comme le MDR ou d'autres qui peuvent être aidantes, voilà, pour faire en sorte d'accepter que la sexualité peut être partagée avec quelqu'un. Mais bon, oui, c'est là, ce dont vous parlez, c'est effectivement de ce qu'on appelle la mémoire cellulaire, c'est-à-dire votre corps a gardé cette mémoire-là, et c'est cette mémoire qui se réactive à chaque fois dans votre sexualité.
D'accord. Parce que oui, allez-y Florence, je vous en prie, allez-y. Oui, j'ai fait de l'EMDR, j'ai fait de l'EFT. En fait, c'est ça qui a déclenché. En fait, c'est que j'ai commencé par faire de l'EFT parce que j'avais bien conscience que j'avais des problèmes, parce que c'était pas normal que ça. Mais j'ai aussi fait de l'anorexie, j'avais plein de symptômes que je comprenais pas. Et quand ça s'est révélé. Ça s'est révélé en l'espace de 3-6 mois. Il y a eu énormément de scènes qui sont remontées. Bien sûr. Et donc j'étais obligée de faire... nous faire aider, bien sûr. Oui. Voilà. Non, juste là, ce qui est complexe, c'est que je suis rentrée en fait dans une sexualité sacrée, on va dire, pour que ça corresponde à mon besoin actuel. Et mon partenaire, j'ai beaucoup de chance parce que il entend ça, et il y participe. La seule chose, c'est que il peut pas bouger en moi, en fait. Pour l'instant. Voilà. Pour l'instant, Florence, ce qu'il faut réellement que vous compreniez, c'est que si vous le laissez reprendre en quelque sorte le pouvoir, hein, j'utilise un mot exprès un peu fort, quelque part, ça vous renvoie à ce qui s'est passé quand vous étiez plus jeune. Et donc ça, pour l'instant, c'est pas possible pour vous parce que ce serait trop douloureux, ou en tout cas, c'est une manière pour vous, en gardant le pouvoir vous-même, c'est une manière d'éviter et donc je crois que le travail qui vous reste à faire, c'est aller chercher les émotions que ça suscite pour pouvoir vous en libérer. Parce que au fond, pour l'instant, vous avez trouvé une parade. Hein, vous le laissez pas bouger en vous. Mais s'il bougeait en vous, qu'est-ce que ça provoquerait comme émotion? C'est ça la question qu'il faut vous poser. Je dis pas qu'il faut le laisser bouger, hein, pour l'instant, parce que si vous le laissez pas bouger, c'est certainement parce que l'émotion serait trop forte et que vous ne pourriez peut-être pas, la gérer. Ou enfin bon, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends bien parce que je sais qu'il doit y avoir des peurs puisque je me bloque et je sens bien que physiquement c'est moi qui provoque ça. Mais ça vous protège aussi de quelque chose qui serait trop dur à supporter, Florence. Il faut bien l'entendre, ça. C'est peut-être actuellement la meilleure chose que vous ayez à faire. D'accord. Et puisqu'en plus il accepte de ne pas bouger quand vous lui demandez de ne pas bouger, quel est le problème? Le problème, c'est juste que je sens quand même et que ça me gêne, ça me dérange, quoi. Ben, puisqu'il accepte, ça veut dire qu'il accepte la frustration. Quelle importance puisqu'il l'accepte? Il n'y arrive pas, en fait. C'est qu'à chaque fois, il débande. Et puis, c'est même si c'est 2 secondes ou 1 minute, c'est difficile. Donc, je suis obligée de dire stop. Et alors, qu'est-ce que vous commencez à ressentir? Est-ce que vous ressentez de l'agressivité contre lui, de la colère, de la peur, de la tristesse? Vous voyez, c'est ça qu'il faut aller chercher. En fait, ce qui est très bizarre, en fait, c'est que je ressens de la gratitude envers moi de pouvoir dire non. Alors ça, c'est bien, mais qu'est-ce que vous commencez à ressentir si jamais il bougeait? C'est ça qu'il faut aller chercher, je crois. Oui, je pense que c'est peut-être aussi la peur de ce plaisir-là que j'ai jamais vraiment vécu. Mais que vous avez peut-être vécu avec votre père. Pardon de vous dire les choses un peu brutalement. Non, bien sûr, j'ai envisagé ça. Vous voyez, en tout cas, c'est là où il faut aller, je pense, Alain Héril. Hein. Il faut percer l'abcès, en quelque sorte. Ouais. Oui, vous avez raison, Brigitte. Je pense qu'il faut être sur 2 terrains en même temps, c'est-à-dire accepter, Florence, accepter la solution que vous avez trouvée, qui pour l'instant est bonne pour vous, et en même temps de l'autre côté travailler sur qu'est-ce qui émergerait, qui serait trop difficile pour vous si effectivement votre partenaire était plus actif. Il faut travailler les 2 en même temps, mais en même temps c'est la solution que vous avez trouvée, c'est votre mécanisme de défense, c'est celui qui vous permet de vous préserver et de faire en sorte que votre sexualité elle a lieu
quand même. Donc faut accepter ça. Et vous parliez de gratitude vis-à-vis de vous-même. C'est très important, cette notion-là de gratitude, et c'est important de la valoriser. Et si vous êtes dans un parcours de sexualité sacrée, effectivement, creusez ce sillon-là aussi, s'il est bon pour vous. Voilà. Mais après, l'émotion cachée, l'émotion que vous retenez, c'est important que vous puissiez mettre ça en travail pour faire la dépasser. La dépasser, oui, bien sûr. Pour la dépasser. Florence, puisque vous êtes dans la sexualité sacrée, vous êtes forcément dans la spiritualité, donc je vais juste vous donner un petit message avant qu'on se quitte. C'est souvent dans nos graves épreuves et dans nos douleurs les plus intenses qu'on élève notre âme. Donc n'ayez pas peur d'aller la chercher, cette émotion. D'accord. Merci beaucoup Brigitte, merci pour vos messages et merci aussi à Alain Ril pour ces phrases pleines de sens pour moi. Eh ben, j'en suis ravie. Merci beaucoup, Florence. Merci, Alain Héril. Je trouve qu'on a cheminé ensemble de manière formidable, comme chaque fois d'ailleurs. Merci beaucoup à vous. N'hésitez pas, Alain Héril a écrit beaucoup de livres. Ils sont tous comme tout ce qu'il a dit pendant ces 2 heures. Donc, ne vous en privez pas. Tout de suite, vous retrouvez, c'est votre avenir. Demain, on sera avec Michel Odoul. Je ne sais pas si c'est encore nécessaire de le présenter, et il nous donnera les bons conseils pour que notre corps soit justement en forme durant toute cette année 2023, et que justement on laisse loin de nous les virus, les grippes et autres petits méfaits qui nous font pas tellement aller bien. Allez, je vous embrasse et je vous dis à demain.